Hello, everybody. Welcome to today's webinar. My name is Marie Macaulay from the UNESCO Institute for Lifelong Learning in Hamburg, Germany. And it is my pleasure to welcome you to the first webinar of a three-part series, which will last until November 2022, on the topic of lifelong learning for health, enacting the Yeongsu Declaration for UNESCO Learning Cities. We've organized this webinar with our partners, the UNESCO Global Chair for Health and Education. And today we will be focusing specifically on conceptualizing as well as raising awareness and developing policies for lifelong learning for health at the local level. And to make the webinar as interactive as possible, we're also using a digital platform tool called WooClap. This will enable us to ask some questions to the audience, which you can all respond to using the digital devices that you have at your disposal. And we will display in an anonymous way the responses onto the screen. In order to enable this, we kindly invite you to take a minute to download this particular application, or rather upload this onto your devices by scanning the QR code. You can use your phone, tablet, or laptop. And this should show shortly in the chat, or my colleague will also put it up on the screen. Sylvia, I invite you to put the tool onto the screen if you have it available now. I'll show the QR code. Yes. Yes. So if everybody could connect to... Donc maintenant, vous pouvez scanner ce code pour vous connecter avec nous sur le web en utilisant l'adresse qui est indiquée. Donc soit vous utilisez l'adresse, soit vous scannez le code directement avec votre téléphone. Je vais vous donner quelques minutes avant de passer à la suite, qui consiste à une présentation du webinaire. J'espère que vous serez tous en mesure de nous rejoindre sur l'appli. Nous vous poserons quelques questions tout à l'heure et nous attendons avec impatience vos réponses. Si vous avez des problèmes techniques ou des questions à poser, n'hésitez pas. Merci. Alors, quelques éléments de contexte pour la séance de cette journée. En octobre 2021, vous êtes assez nombreux à savoir sans doute que 2000 participants se sont réunis à l'occasion de la 5e conférence internationale des villes apprenantes, laquelle se tenait à Yeongsu, en République de Corée. Et le résultat principal de cet événement, accueilli par le Réseau mondial des villes apprenantes et de l'Institut, a été l'adoption de la déclaration de Yeongsu pour les villes apprenantes, une déclaration comptant une vingtaine de points d'action pour un engagement pour l'apprentissage tout au long de la vie pour la santé. Donc, de nombreuses villes dans le monde ont mis en œuvre ce plan pour la mise en œuvre d'une politique d'apprentissage tout au long de la vie pour la santé, avec sensibilisation et soutien pour une vie saine dans les villes apprenantes. Dans le contexte de la pandémie, l'apprentissage tout au long de la vie pour la santé a pris toute son ampleur. Nous comprenons qu'il s'agit vraiment d'aider les villes apprenantes à prendre les mesures nécessaires et à mieux comprendre les besoins de la population tout en consolidant la résilience des communautés face à des défis à venir. Ces derniers mois, à la suite de la conférence, l'Institut de Hambourg avec la chaire UNESCO pour la santé et l'éducation ont collaboré pour la rédaction d'une feuille de route visant à la mise en œuvre de la déclaration de Yeongsu. Nous allons donc aujourd'hui discuter de cette feuille de route que le réseau UNESCO des villes apprenantes et les participants de la conférence qui s'est tenue l'année dernière ont été invités à créer ensemble. Donc, cette feuille de route est censée guider les villes et promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie pour la santé. Et c'est à cela que va servir cette série de 3 webinaires. Il s'agit vraiment d'examiner la conceptualisation de l'apprentissage tout au long de la vie pour la santé et de sensibiliser et de développer des politiques dans ce sens. Aujourd'hui, nous espérons donc jeter les bases de l'élaboration de politiques. Il s'agit notamment de sensibilisation sur le rôle des villes en matière d'apprentissage tout au long de la vie pour la santé et de créer un groupe de travail intersectoriel avec toutes les parties prenantes de l'éducation et de la santé et 2 autres secteurs
pour réfléchir à des stratégies d'apprentissage tout au long de la vie pour la santé. Nous allons écouter des présentations de 2 villes. Donc, nous allons rencontrer des collègues qui viennent de Grèce et d'autres qui vont nous présenter un exemple des Philippines. Voilà, je vais maintenant, donc, avant d'aller plus loin et d'accueillir les orateurs de cette journée, revenons à notre petite appli. J'espère que vous avez tous réussi à vous connecter. Nous aimerions mieux connaître notre public aujourd'hui. Vous êtes assez nombreux. Donc, nous avons affiché des questions et vous devriez être en mesure, avec l'outil, de voir les questions apparaître à l'écran. Montrez-moi, d'abord dites-moi où vous êtes aujourd'hui, où sont les participants à ce webinaire. Prenez quelques secondes pour nous aider à vous localiser. Cela nous donnera une idée plus claire de ce que sont, de qui sont les participants à cette réunion. Alors, je vois que vous êtes assez nombreux à venir de différents continents. Prenons peut-être encore une vingtaine de secondes pour recueillir toutes vos réponses afin que nous puissions mieux visualiser la diversité de la participation. Je vous rappelle que nous avons 1h30 pour ce webinaire et qu'il est disponible en anglais et en français. Donc, vous pouvez accéder à l'interprétation en cliquant sur l'écran. Bon, a priori, nous n'avons pour l'instant pas d'interprétation avec l'espagnol. Il faut sélectionner le canal d'interprétation pour entendre la voix de l'interprète et pas celui de l'orateur. Vous pouvez vous servir du Q&A pour poser les questions. Et je vous encourage, car nous allons prendre du temps à la fin des présentations pour cela, à vous adresser directement à nos panélistes et à leur poser des questions. Donc, si vous avez des questions à poser et que vous voulez prendre la parole ouvertement, je vous rappelle de poser qu'avant de poser la question dans le Q&A, vous devez vous identifier. Donnez-nous votre nom et préciser à qui vous désirez poser une question et que vous voulez le faire sur Zoom. Dans ce cas-là, nous vous donnerons l'occasion de poser votre question en direct, ce qui sera encore plus interactif que de vous contenter de poser les questions sur le Q&A. Si le temps nous le permet, nous prendrons le maximum de questions en live. Voilà, je vous remercie. Alors, je vois que nous avons quand même beaucoup de participants qui sont en Europe, mais il y en a aussi un grand nombre qui sont dans la région arabe et en Asie. Quelques participants sont en Amérique latine. Donc, une grande diversité géographique. Évidemment, il est un peu tôt pour participer en Amérique latine et il est un peu tard pour ceux qui sont tout à fait de l'autre côté du monde. Donc voilà, je vous remercie et je vous remercie particulièrement d'avoir répondu aussi à la deuxième question concernant votre activité. Vous nous avez permis de vous localiser, mais aussi de vous placer sur le spectre professionnel. Je vous remercie pour cela. C'est une très bonne chose de constater que nous avons des participants des organisations des Nations Unies, mais aussi des représentants d'ONG, d'universités, de municipalités. Et c'est difficile de voir. Il y a un grand nombre de personnes qui viennent de autres. Ah oui, c'est divers. Il y a beaucoup d'autres. N'hésitez pas à nous dire quelle est votre activité. Voilà, maintenant je vais présenter nos intervenants pour la journée. Nous allons en effet commencer par M. Raúl Valdés-Matera, qui est responsable, chef d'équipe de l'Institut pour l'apprentissage tout au long de la vie, responsable du réseau mondial des villes apprenantes. Et c'est lui qui va nous accueillir d'abord et nous aider à poser un peu le décor de ce travail. Ensuite, nous donnerons la parole à M. Didier Jourdan, qui est à la chaire UNESCO Santé et Éducation et qui est également directeur du Centre de collaboration de l'OMS pour la recherche et l'éducation en matière de santé. Il travaille à l'Université de Clermont-Ferrand. Ensuite, la ville apprenante Larissa nous sera présentée par le maire adjoint de cette ville. Et ensuite, M. Mariano Banson,
qui est responsable de la santé à Balanga, une ville apprenante qui se trouve dans les Philippines. Voilà, nous aurons sa présentation par vidéo et il sera disponible pour répondre aux questions. Nous allons prendre des questions pendant une petite demi-heure, l'idée étant d'avoir un maximum d'interaction avec notre public. Voilà, donc surtout, notez bien vos questions de façon à pouvoir les poser lorsque l'heure viendra. Ensuite, Madame Christine Trousse du secteur apprentissage tout au long de la vie de l'UNESCO sera avec nous. Je donne la parole à notre premier intervenant pour ses paroles d'accueil, Monsieur Raúl Valdés Matera. Merci. Merci beaucoup, Marie. Bonjour, qu'il soit matin, midi ou soir chez vous. Bienvenue à ce webinaire, à ce webinaire pour la promotion de l'apprentissage tout au long de la vie pour la santé. J'espère que nous avons l'espagnol. Il semble que nous avons des problèmes avec l'espagnol. Est-ce que nous avons l'interprétation espagnole? Il n'y a pas d'espagnol. J'en suis bien désolée. Nous n'avons pas l'espagnol pour l'instant. Je vous remercie de vous être joints à nous pour ce premier événement qui se tiendra, comme l'a fait remarquer Marie, en série de 3. Donc, entre juin et décembre de 2022, nous allons nous retrouver 3 fois pour examiner les différentes étapes de sensibilisation, d'apprentissage tout au long de la vie pour la santé, développement de politique pour la santé et pour la résilience dans les villes et mise en œuvre de cette politique pour bâtir un parcours d'apprentissage tout au long de la vie pour la santé pour tous. Je suis enchantée de voir combien nous sommes nombreux pour ce webinaire. Vous êtes nombreux à représenter des villes membres du réseau mondial de l'UNESCO pour les villes apprenantes. Je vous remercie de votre engagement à ce réseau. Pour les autres qui se sont joints à nous pour ce webinaire, je désire exprimer la bienvenue la plus chaleureuse. Merci de vous être joints à nous pour cette occasion qui nous est donnée, tout particulièrement de travailler à la réalisation de l'apprentissage tout au long de la vie au niveau local. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en octobre 2021, la conférence accueillie par la ville de Jiangsu en République de Corée a traité du thème de l'apprentissage tout au long de la vie, de urgence à résilience, bâtir des villes résilientes par l'apprentissage. C'était là que nous étions témoins grâce à la participation active de plus de 2000 personnes à Yunsu et en ligne, le niveau d'engagement des villes partout dans le monde pour la promotion de l'apprentissage tout au long de la vie au service de la santé. À la conclusion de la conférence, les participants ont adopté la déclaration de Yunsu pour les villes apprenantes avec 28 points qui affirment l'engagement des villes apprenantes pour la santé et pour la résilience à travers l'apprentissage tout au long de la vie. Une variété d'initiatives ont été abordées lors de la conférence et il était clair que les villes apprenantes dans notre réseau et même au-delà bénéficieraient d'un guide systématique pour l'élaboration et pour la mise en œuvre des politiques au niveau local visant l'apprentissage tout au long de la vie au service de la santé. Par conséquent, nous avons approfondi notre collaboration avec Monsieur Didier Jourdan, qui travaille au réseau mondial des villes apprenantes, pour concevoir ces séminaires, ces webinaires, et pour élaborer également un guide global pour la mise en œuvre de la déclaration et de ses engagements. Cette série de webinaires vont refléter ce guide de mise en œuvre que vous pourrez accéder par le biais du lien qui se trouve actuellement dans le chat. Et ce guide actuellement existe en tant que version avancée et à travers cette série de webinaires, nous allons collaborer avec vous pour co-créer la version finale de ce guide afin qu'il puisse refléter toutes les expériences évoquées lors de ces webinaires.
Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à parcourir ce guide précieux après ce webinaire. Avant de rendre la parole à ma collègue Marie Macaulay, j'aimerais remercier M. Didier Jourdan pour son aide précieuse et pour son enthousiasme. Et encore une fois, je vous remercie. Merci à tous les participants partout dans le monde qui nous ont rejoints aujourd'hui. Et nous sommes enthousiastes pour ces échanges dynamiques au cours des 90 prochaines minutes, ainsi qu'au cours des prochains mois tout au long de cette série de webinaires. Merci beaucoup et Marie, c'est à vous de nouveau. Merci beaucoup Raoul d'avoir dressé le décor et je vais maintenant passer la parole à Monsieur Didier Jourdan, qui est titulaire de la chaire UNESCO Éducation et Santé et qui nous présentera ses paroles d'ouverture. Merci Didier. Merci beaucoup Marie, merci Raoul pour vos gentilles paroles. Et je suis ravie de voir qu'il y a plus de 100 personnes qui sont engagées pour travailler avec nous, pour bâtir, pour construire ce guide et pour faire avancer l'apprentissage tout au long de la vie au service de la santé dans les villes apprenantes. L'objectif du webinaire d'aujourd'hui, c'est de lancer le processus, c'est-à-dire que nous nous trouvons au point de départ. Cela n'implique pas pour autant que nous n'avons pas préparé ce webinaire. Nous avons une sorte de prototype, une version préliminaire d'outils qui appuierait les villes dans la mise en œuvre de l'apprentissage, des politiques d'apprentissage tout au long de la vie dans les villes. Ma présentation se concentrera donc sur le processus de co-création. Et donc, nous devons nous assurer que nous soyons tous au même point de départ. Rappelez-vous que la déclaration de Yunsu constitue une sorte de feuille de route qui nous permettra d'avancer et de contribuer à l'apprentissage et à l'éducation de tous les résidents des villes qui résident et qui travaillent dans les villes. L'idée est de mettre l'accent sur l'apprentissage tout au long de la vie au service de la santé pour tous. Donc, pour tous et pour la santé, c'est un sujet qui reviendra dans nos discussions dans ce contexte de post-crise, post-pandémie, et l'apprentissage tout au long de la vie qui implique qu'il ne s'agit pas d'un sujet médical, c'est quelque chose que nous créons tous les jours, au quotidien, et il s'agit de le rendre concret dans vos villes respectives. Et donc, il s'agit de construire une trajectoire de santé et d'apprentissage au service de la santé. Et il convient donc de rendre visibles tous les différents aspects qui permettent aux populations d'être en bonne santé et d'être résilientes. Quand on regarde la déclaration du Yunsu, vous verrez que dans les différents articles de cette déclaration, certains mettent l'accent sur l'élaboration des politiques, mais qu'allons-nous faire de façon concrète dans nos villes? Et d'autres éléments portent sur la mise en œuvre, la pratique de ces politiques. Et le travail que nous allons effectuer aujourd'hui et lors des 6 prochains mois portera d'une part sur l'élaboration des politiques d'apprentissage tout au long de la vie et d'autre part la mise en action. Il ne s'agit pas de concepts théoriques, il s'agit de services fournis aux populations. Il faut créer des conditions pour toutes les populations, pour tous les citoyens, d'apprendre toutes les compétences dont ils ont besoin pour prendre soin d'eux-mêmes et pour contribuer également à la construction d'environnements sains et de bonne santé. Donc, sur la base de cette feuille de route, à savoir la déclaration de Yunsu, nous allons, comme l'a dit Raoul, travailler ensemble. On ne fera rien qui porte sur vous sans vous. Et c'est un élément crucial. On ne pourra pas rédiger un guide sans travailler avec les gens que cela concerne.
Nos villes sont extrêmement différentes dans différents continents. Il s'agit de différentes tailles de villes avec différentes conditions socio-économiques. Donc, si nous voulons réellement avancer, nous devons être impliqués dans ce processus de co-création, cette tentative collective pour créer un guide qui appuie, qui fournit des ressources pour mettre en œuvre les politiques d'apprentissage tout au long de la vie et pour développer également une trajectoire d'éducation et d'apprentissage au service de la santé. C'est un objectif commun que nous avons tous. Et c'est également une invitation que je lance pour vous encourager à participer dans ce processus de co-création. Nous estimons énormément ce que vous faites déjà dans vos villes et bien sûr toutes vos idées potentielles. Et ce processus de co-création se traduira en 4 étapes, à savoir, premièrement, identifier les pratiques qui sont déjà en place dans les villes. Nous n'allons pas réinventer la roue. Il faut tout d'abord donner de la valeur à ce qui est déjà fait en matière de l'apprentissage tout au long de la ville. Et c'est ce que nous avons fait pendant les 4 derniers mois. Nous avons essayé en fait de définir, de concevoir un prototype, une version préliminaire du guide, ce que nous avons tiré, les enseignements que nous avons tirés des différentes pratiques pour créer une base de connaissances qui porte sur les pratiques qui sont déjà en place dans les villes. Donc voilà ce que nous avons essayé de faire. Donc, nous avons un guide qui est un prototype et lors des 6 prochains mois, à savoir lors de l'étape numéro 3, nous allons utiliser ce temps pour co-créer, pour diffuser ces connaissances et pour améliorer également cette base de connaissances. Donc, nous nous trouvons au tout début du processus et je dois dire, et là, il s'agit d'un terme clé dans ce processus, il convient d'être humble. Nous allons essayer de faire de notre mieux avec votre recherche, vos pratiques. Nous allons partager ces pratiques, mais il s'agit là simplement d'un guide qui est un prototype. Et comme l'ont dit Marie et Raoul, nous allons essayer lors de ce premier webinaire de conceptualiser l'apprentissage tout au long de la vie au service de la vie. Nous allons partager différentes idées en nombre de 17 pour mettre en œuvre les différentes idées dans les différentes villes. Et nous savons que de nombreuses choses fantastiques sont mises en place déjà dans différentes villes. Et il s'agit là donc d'avancer ensemble. Donc tout d'abord, la première idée, et tout le monde en est courant à cause de la pandémie, on ne peut mettre en œuvre une politique de santé publique sans ou à l'encontre des populations. La santé n'est pas un sujet qui porte seulement sur certains responsables. Il s'agit de vous, il s'agit de moi. Nous tous sommes impliqués dans le sujet de la santé. Et il faut également changer la mentalité. Il ne s'agit pas de la résistance, il ne s'agit pas de refus des pratiques comme le port de masque ou de lavage de mains, etc. Et en fait, il convient de prendre la population comme étant partie de la solution et non pas du problème. Et les villes, nous le savons maintenant, jouent un rôle clé pour élaborer ces politiques et pour créer des bonnes conditions de santé de l'éducation au service de la santé. Et il ne faut pas oublier que les enseignements tirés de la recherche, à savoir le système de santé, les médecins, les pharmacies, les hôpitaux, etc., tout cela représente environ 20% de la santé de la population et 80% de la santé est liée à des indicateurs socio-économiques
et des indicateurs individuels. Et là, en fait, l'éducation joue un rôle très important. Donc, il faut vraiment penser à l'iceberg. On ne voit que 20% de ce qui est en lien avec le système de santé, à savoir les hôpitaux, les soins de santé primaires. N'oublions pourtant pas que les 80% se trouvent en dessous de l'eau. Et là, on parle du lien avec l'éducation. Donc, il faut changer de prisme, il faut changer de mentalité afin de réfléchir à la santé d'un point de vue éducationnel et non pas seulement d'une perspective médicale. Donc, tout le monde, nous tous pouvons contribuer à ce processus de co-création. La deuxième idée est que nous parlons aujourd'hui des compétences, des connaissances, des capacités des populations. Et donc, il convient de poser la question suivante. Où est-ce que les gens apprennent ce qu'ils savent sur la santé? Il ne s'agit pas seulement d'endroits comme des universités. On apprend plein de choses dans les familles, dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires. On apprend également dans les médias. Ce que j'ai dans ma main est un outil très puissant et il pourrait contribuer à la diffusion des connaissances. Donc, il est clair que nous apprenons par le biais de ces différents outils. Et il faut prendre en compte également les systèmes sanitaires dans son ensemble. Quand on va dans un hôpital, on reçoit des soins, certes, mais on apprend également sur la santé. Et donc, il faut prendre en compte toutes les institutions, toutes les associations qui touchent à la santé dans les différentes villes. Toutes les entités de la société civile y sont impliquées. Donc, la deuxième idée est une idée très importante. Nous parlons, quand on travaille sur l'apprentissage tout au long de la vie au service de la santé, il ne s'agit pas d'un canal unique de transmission de connaissances. On crée des synergies entre les divers acteurs, facteurs qui contribuent à la santé, à la bonne santé de la population. Et bien sûr, il convient d'impliquer également les dirigeants locaux qui savent tous que l'éducation, qu'il s'agisse d'éducation formelle, à savoir les écoles, ou l'éducation non formelle ou informelle, les associations, les programmes extrascolaires, ce qui se passe dans les bibliothèques, etc. Et puis, bien sûr, l'éducation informelle, à savoir les médias et les réseaux sociaux, etc. Et donc, les travaux que nous lançons aujourd'hui contribueraient à aligner toutes les contributions de toutes les parties prenantes dans les villes pour créer de bonnes conditions pour l'apprentissage au service de la vie. Donc, voilà pour la deuxième idée. La troisième idée porte sur l'apprentissage au service de la santé et cet apprentissage doit être défini. Les populations, les gens doivent être en mesure de décrire leurs symptômes, d'expliciter leurs maladies, d'être en mesure de comprendre ce qui est bon pour la santé, de comprendre également des décisions. Donc, il s'agit là d'une littératie santé. C'est outiller les gens de se protéger, de promouvoir la santé individuelle et la santé de leur famille. Il s'agit là d'une dimension clé de l'apprentissage au service de la santé. Et il s'agit de donner les outils aux populations de prendre soin d'elles-mêmes, mais cela ne suffit pas. La santé est également un processus collectif au niveau des communautés. Donc, ce que nous visons à travers ces politiques d'apprentissage tout au long de la vie, c'est de contribuer à la citoyenneté santé, à savoir fournir aux populations la connaissance et les compétences pour participer de façon active dans les décisions portant sur la santé.
et de leur permettre de contribuer à la création des environnements sains pour tous. C'est la définition même de l'apprentissage tout au long de la vie au service de la santé et c'est l'objectif, bien sûr, de nos politiques. Vous pouvez le retrouver dans le prototype du guide que nous avons élaboré. Vous avez différentes dimensions de la littératie de la santé et vous avez également les différentes dimensions de la citoyenneté santé. Sans rentrer dans le détail, soyez quand même conscients qu'il s'agit d'être capable de contribuer au niveau des communautés à la création d'un environnement sain. Voilà pour l'idée numéro 3. La quatrième idée nécessaire au lancement de ce processus, c'est réfléchir au rôle des villes. Nous venons de voir il y a un instant que nous apprenons pour la santé par le biais de différents systèmes, de différentes communautés, de différents contextes. Alors, quel doit être le rôle de la ville dans la promotion de l'apprentissage tout au long de la vie pour la santé? Quand il s'agit des familles, ce sont tous les process qui soutiennent les familles apprenantes lorsqu'il s'agit des systèmes scolaires. Lorsqu'il s'agit des musées, s'il s'agit des bibliothèques ou des outils de communication de la ville, c'est toujours une mobilisation des outils qui permet de contribuer à l'apprentissage tout au long de la vie pour une population saine. Et qu'est-ce que c'est qui permet d'y parvenir? Ce sont les clubs, par exemple, toutes les parties prenantes qui peuvent se mobiliser dans cette coopération. Ce que je veux dire, c'est une chose que vous savez tous, parce que c'est comme ça que cela se gère, le changement. C'est une chose bien connue. Maintenant, il nous reste simplement à déclencher ce processus en mobilisant tous les acteurs susceptibles de contribuer à cet apprentissage tout au long de la vie pour la santé. Sachant cela, nous devons prendre en compte l'immense diversité des villes au niveau mondial. Pensez à toutes ces villes qui sont aujourd'hui dans des contextes très différents, que ce soit crise climatique, conflit, guerre civile, conflit, crise économique, manque de ressources. L'idée, c'est que l'apprentissage tout au long de la vie pour les politiques de la santé permet d'élaborer des politiques et des stratégies au niveau local avec la contribution la plus diverse provenant des villes elles-mêmes. Une chose à laquelle il faut réfléchir dans notre guide, parce qu'il faut être absolument certain que le guide sert à toutes les villes, quel que soit leur contexte, quelle que soit leur situation. Parfois, cela doit leur permettre d'être pilotes dans l'apprentissage tout au long de la vie pour la santé. Nous en avons des exemples formidables dans le réseau mondial. Mais dans certains cas, il doit s'agir plutôt de laisser les organisations des Nations Unies, les ONG, leurs partenaires et collaborateurs, de jouer leur rôle. Ce qui est important, c'est que tout le monde fasse la contribution maximale à la mobilisation qui doit permettre de faire émerger de nouveaux outils pour l'apprentissage tout au long de la vie, pour la santé, de façon à ce que ces outils servent au maximum. La cinquième idée, c'est une question. Comment faire en sorte que ceci soit vraiment lisible et compréhensible pour les populations? Lorsqu'il s'agit de santé, demandez à n'importe qui dans la rue, c'est quoi la santé? Ils vont vous dire des docteurs, des hôpitaux. Comment faire comprendre à la population qu'en réalité, au niveau local, il s'agit de développer la capacité de chaque membre de la population, de contribuer à son niveau à un environnement sain, à une vie saine, à une famille saine. Il faut pour cela développer une communication lisible, compréhensible, et c'est pourquoi nous proposons de travailler à des parcours d'apprentissage tout au long de la vie pour la santé, ce qui signifie qu'il faut rendre visible le fait qu'il n'y a pas de contribution unique ou une liste de contributions possibles. Le cœur de la politique des villes apprenantes
et que toute la population doit participer et comprendre. Et pourquoi cela est-il si important? Parce que l'apprentissage tout au long de la vie, ça se passe du début à la fin de la vie. Et je peux vous dire que nous avons aujourd'hui beaucoup de données qui nous permettent de conclure quant à l'importance de l'éducation, même pour les personnes âgées. Il faut continuer d'apprendre. Il faut apprendre et apprendre toujours pour avoir une vie saine, y compris au troisième âge et plus tard. Et pour pouvoir prendre soin de soi, prendre soin de sa santé, il faut continuer d'apprendre. Et ce, même lorsqu'on est très âgé. L'apprentissage tout au long de la vie, le parcours d'apprentissage, c'est du berceau jusqu'à l'âge le plus avancé. Et c'est quelque chose de très concret que nous allons créer. C'est le résultat de l'apprentissage tout au long, des politiques d'apprentissage tout au long de la vie pour la santé. À nous de définir le parcours d'apprentissage tout au long de la vie pour la santé, à nous d'actualiser cela par les politiques. Il faut pour cela évaluer les outils déjà disponibles, les ressources, mobiliser ces ressources et les organiser en faveur de l'apprentissage tout au long de la vie de façon équitable et inclusive. Ce n'est que ainsi que nous allons pouvoir atteindre les objectifs du développement durable. L'idée, c'est donc bien de mettre en place quelque chose de cohérent et qui s'intègre dans les autres politiques de la ville. Didier, je suis désolée de vous interrompre. Il ne vous reste que 2 minutes. Merci, parfait. 6e idée. Il faut être réaliste. Nous ne vivons pas à l'époque des cavernes. Tout le monde travaille, tout le monde est très occupé. Il faut que les choses, les politiques s'intègrent dans la façon de vivre des gens. Je reviendrai sur cela tout à l'heure en ce qui concerne le prototype qui a été mis au point par plus de 60 personnes. Mais il faut savoir que la première chose à prendre en compte, c'est la nécessité de mise en œuvre de ce concept, sachant que la plupart des villes n'ont pas la capacité d'intervenir sur les questions de santé. Les villes n'ont pas nécessairement les ressources, elles n'ont pas forcément les moyens d'atteindre tous les membres de leur population, notamment les plus vulnérables, pour que le processus soit équitable. Et elles savent qu'il est essentiel de passer du régime d'urgence, du régime de crise, à un fonctionnement pour la vie de tous les jours et à long terme. Donc, si l'apprentissage tout au long de la vie pour la santé ne doit être qu'une nouvelle contrainte qui repose sur les épaules des professionnels et des associations et institutions spécialisées, ce sera trop difficile. Il faut, pour que cela fonctionne, avoir un système cohérent qui propose des solutions globales plutôt que de créer de nouveaux problèmes. C'est la raison pour laquelle la mise en œuvre des politiques pour l'apprentissage tout au long de la vie pour la santé consiste à identifier les différents niveaux et les différents obstacles à cette mise en œuvre. La dernière idée que je voudrais partager avec vous, qui est ma 7e, est la suivante. Comment allons-nous faire pour travailler ensemble dans ce processus de co-création d'un guide de mise en œuvre? Alors, je reviens sur la recherche. Nous savons, grâce à la recherche, qu'il est impossible de mettre en œuvre et de développer un guide de mise en œuvre si l'on n'a pas la contribution de la population. Ce n'est pas possible parce qu'on ne peut pas créer quelque chose qui représente une véritable rupture, un véritable changement par rapport au fonctionnement actuel des choses sans la contribution des personnes concernées. Il faut prendre en compte ce qui existe, il faut partager les réussites et les bonnes pratiques, il faut prendre en compte les contributions des différentes parties prenantes et il faut encore les affiner, les améliorer et en faire les principes au cœur du process. C'est la raison pour laquelle ce guide de mise en œuvre, sur lequel nous aimerions que vous travailliez avec nous, que nous aimerions vous voir co-créer avec nous, doit nous permettre de réaliser ces principes dans la vie, de sensibiliser sur l'apprentissage tout au long de la vie pour la santé, de développer ensemble des politiques et de mettre tout cela en pratique. Autrement dit, oui, ce n'est que le début d'un processus de co-création. Ceci va être un travail
collectif. Et c'est précisément pour cela que nous avons besoin de vous et de votre collaboration. Merci beaucoup. Didier, merci. Je voudrais que j'aurais tant aimé pouvoir applaudir, mais ça ne va pas être facile. En tout cas, merci. Merci pour cette présentation. C'est ce qui nous aura aidé à avancer, à vraiment comprendre ce qui est nécessaire pour pouvoir avancer de façon intersectorielle. Que faut-il garder à l'esprit pour que nos politiques soient réalisées concrètement, développées en partenariat avec la population de ces villes? Maintenant, je me réjouis d'entendre la contribution peut-être plus concrète, maintenant que nous avons traité de la théorie. Voyons ce qui se passe sur le terrain. Nous allons rendre visite à 2 villes. Avant de visiter la première de ces 2 villes, je voudrais rappeler aux participants qu'ils peuvent se servir du Q&A pour poser une question à un intervenant ou à tous. Vous aurez remarqué que plusieurs questions ont déjà été postées. Vous pouvez les prendre en compte. N'hésitez pas à y répondre si certaines de ces questions vous interpellent, notamment étant donné que notre période de questions-réponses va être un peu écourtée parce que nous n'avons pas pu commencer à l'heure. Donc, je vous demanderai de vous saisir de toutes les possibilités qui vous sont données de communiquer avec nous. Ce processus est collaboratif et nous ne pouvons rien faire sans vous. Voilà, toutes vos questions et vos retours seront pris en compte. Et maintenant, passons à la prochaine présentation, Monsieur Dimitri Delianis, qui est maire adjoint de la ville de Larissa en Grèce. Vous avez la parole, Monsieur Dimitri Delianis. Je vous remercie beaucoup et bonjour à tous, ici la Grèce. Pour commencer, je voudrais vous remercier pour cette aimable invitation à participer à ce panel. Je représente la ville de Larissa, en Grèce, et je suis ici avec mes collègues service santé de la ville de Larissa. Dimitri est maire adjoint à la prévention et à la santé de l'Université des citoyens. Nous aimerions partager avec nous la façon dont notre vie s'est organisée pour gérer la véritable crise socio-économique et pour s'en saisir comme une occasion de transformation de notre ville et de notre société. Je vais partager mon écran, si vous le permettez. Je vous rappellerai quand vous aurez encore 2 minutes pour terminer votre présentation. Nous voyons bien votre écran. Vous pouvez procéder. Je n'arrive pas, il me semble, à passer les diapos. Je pense que nos collègues ici vont s'en occuper lors de la présentation. Est-ce que cela vous convient? Christina, Marie, pourriez-vous partager votre écran, s'il vous plaît? Monsieur Deligianis, vous pouvez commencer parce que nous sommes déjà en retard. Allez-y avec la présentation. Nous voyons la présentation. Allez-y. Merci beaucoup. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Larissa, comme vous le voyez, est une ville de 200 000 habitants. Il s'agit de la capitale de Thessalie, en Grèce centrale. Et c'est une ville connue depuis de longue date, puisqu'il s'agit de la ville d'Hippocrate, quelques kilomètres seulement plus loin de la montagne d'Olympe.
Et le premier théâtre ancien de Larissa se situe au centre de la ville et c'est un symbole important de la démocratie qui rappelle les citoyens de l'importance de protéger de façon active les principes de base. La ville moderne de Larissa fait face à de nombreux défis. Nous devons donc aborder les problèmes colossaux posés par la pandémie et par la guerre en Ukraine. Et en même temps, nous faisons face à des problèmes financiers. Nous devons également faire face à la crise des réfugiés et la crise provoquée par le tremblement de terre. Et plus récemment, nous avons vu une émergence de sentiments négatifs tels que la colère et la peur, et une colère et une haine croissantes envers les populations des réfugiés. Nous voyons également qu'il y a des incidents de racisme en Europe, aux États-Unis et également en Grèce. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Cependant, lors de ces années difficiles, nous avons tenté tout de même de trouver des solutions pour l'avenir. Les villes intelligentes sont considérées comme une solution pour tous les problèmes urbains et comme une solution alternative à l'austérité. Nos plans pour la ville sont souvent ambitieux pour garantir la sécurité, pour améliorer le transport et pour réduire également l'impact environnemental de la ville en intégrant différents systèmes de façon nouvelle. Mais comme l'a dit M. Jourdan, nous devons travailler ensemble avec tous les citoyens qui doivent être impliqués de façon collective. Et là, en fait, se présente le défi le plus important, à savoir de mobiliser la société civile et les citoyens. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Dans le cadre du réseau mondial des villes apprenantes, notre ville tente de mettre en place des solutions pour promouvoir une réflexion critique et les synergies entre différentes parties prenantes, la société civile, les citoyens. Et il est clair que la solution, et on en parle très souvent, les solutions se trouvent dans sur le plan politique. La prochaine diapo. Dans la période entre 2015 et 2019, des dizaines d'ateliers, 3 conférences internationales et des programmes éducatifs et d'actions innovatrices ont été organisés. Et ils ont tous ciblé des groupes sociaux spécifiques de milliers de citoyens, des parents, des employés, des travailleurs sociaux, des enfants y ont participé. Et on a même ciblé des migrants, des réfugiés, des prisonniers dans toutes ces actions. Bien sûr, il s'agit d'une très grande gamme de problèmes, à savoir les ressources limitées, un manque de personnel formé et d'autres problèmes également. Ainsi, en octobre 2017, quelques jours après la conférence qui s'est tenue en Irlande, nous avons lancé une nouvelle institution pour donner la priorité aux groupes vulnérables. Et cette institution, à savoir l'institution ou l'Université des citoyens, souligne la dimension citoyenneté. Et à Larissa, nous avons choisi 12 sites différents et nous avons
dans les programmes, par exemple, des programmes de langue et d'autres sujets qui peuvent intéresser les différents groupes ciblés. Il est vrai que la nomination de notre ville comme ville coordinatrice sur le sujet de l'éducation à la citoyenneté de l'UNESCO, chose qui est survenue en septembre 2019, a créé de nouvelles priorités. Mais à cause des nouvelles réalités provoquées par le Covid-19, eh bien, nous faisons face à de nouveaux défis. Il y a 5 domaines où les gouvernements locaux peuvent agir de façon efficace. Nous devons trouver des façons pour coordonner nos actions en promouvant l'innovation, l'utilisation des mesures réglementaires, la mobilisation des populations, l'utilisation des forces conçues pour fournir à tous ces besoins. J'ai parcouru ces derniers jours une nouvelle fois la déclaration d'Yunsu pour les villes apprenantes. Il y a de nombreuses réflexions extrêmement importantes, à savoir les villes ont un rôle clé à jouer dans la promotion de l'apprentissage pour la santé et le renforcement de la résilience. Deuxièmement, la pandémie du Covid-19 a frappé plus durement les populations vulnérables et a alimenté les inégalités dans les villes. Il faut donc une volonté politique pour placer l'apprentissage tout au long de la vie pour la santé et le développement de la résilience au centre du programme de nos villes. Et quatrièmement, nous devons parler et discuter de la mise en œuvre en réponse aux crises de plans locaux pour la préservation et la fourniture des services essentiels, y compris les services médicaux d'urgence, y compris l'éducation, le transport public, le logement et l'assainissement. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Il est clair que devenir une ville apprenante implique d'effectuer des changements. Nous devons trouver des moyens d'engager des discussions démocratiques et cela implique d'apprendre à écouter, à parler en public. Et aujourd'hui, si nous voulons créer des villes apprenantes et des villes saines, il faut comprendre comment distinguer entre les faits et les théories de complot. Et les jeunes doivent particulièrement être encouragés à participer dans tous les aspects de la prise de décision. Nous avons besoin de bonnes idées. Et l'Université des citoyens devait donc s'adapter à un nouveau contexte. Nous avons donc créé un nouveau plan dont la première étape était d'organiser 4 discussions en ligne portant sur les nouvelles réalités dans ce contexte de post-Covid. De nombreux participants ont analysé les différents aspects sur les sujets comme l'éducation, l'économie, la société, etc. La deuxième étape consistait à mettre en œuvre les programmes en ligne pour les écoles sous le programme Apprendre sur la santé. Et nous avons impliqué différentes institutions, les associations de professionnels, les institutions académiques et les organisations scientifiques. Nous avons discuté de l'éducation sur la santé, la prévention, sur les médias et l'information sur l'environnement, le changement climatique et la santé, et
Nous avons discuté également de nos communautés, de l'apprentissage dans les villes apprenantes, la gestion des douleurs et la disponibilité des services de santé dans les villes. Donc, nous avions des programmes en ligne également pour les personnes âgées, les formations en ligne pour les parents également. Nous avons ainsi pu appuyer ce cycle d'apprentissage pour de nombreux acteurs à travers ces programmes d'apprentissage à distance. Vous avez 2 minutes. Donc, nous devions créer des institutions, notamment pour les jeunes. Nous avons mis en place une commission pour l'égalité des genres et un conseil consultatif également pour appuyer l'intégration des immigrants et des réfugiés dans les communautés locales. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Ainsi, nous avons travaillé avec les communautés lors de la pandémie. Nous avons eu recours à des politiques durables en matière de la mobilité avec de nouvelles voies qui ont été créées pour les vélos et les quartiers où nous avons tenté de réduire la circulation. Et tout cela a été bien sûr compliqué à cause de différentes raisons. Et dans le but d'atteindre cet objectif, nous avons créé des programmes d'éducation routière. Et nous avons donc pu mettre en place des formations et les formations culturelles pour promouvoir cet objectif. Nous avons travaillé avec nos citoyens. Ici, vous voyez les photos d'un laboratoire local, un atelier qui a duré 3 jours. Et nous avons diffusé un questionnaire aux citoyens de Larissa et de ce questionnaire a émergé le fait que 70% des citoyens soutiennent le projet avec le projet des nouvelles voies pour les vélos. Mais il y avait également une partie de la population qui a souhaité voir la construction de davantage de routes. Donc, il faut également prendre en considération ces souhaits des citoyens. Je conclurai en disant que la leçon la plus importante, c'est la chose suivante. Lorsqu'une ville souhaite devenir une ville apprenante, eh bien, nous devons promouvoir une citoyenneté active et l'inclusion sociale et des opportunités d'apprentissage pour tous, comme l'a dit M. Jourdan. Et nous avons vu l'importance ces dernières années, l'importance des gouvernements locaux, l'importance de la façon dont un système répond à une crise. Toutes les crises économiques, la crise des réfugiés, la guerre, la crise climatique et toutes les crises futures potentielles rajoutent des menaces existentielles à la planète. C'est donc une tâche d'apprentissage pour les villes pour continuer d'avancer, pour devenir des villes saines et d'appuyer la position qu'un des bons gouvernements sont essentiels. Le pilier de notre société est la démocratie, c'est la voie, c'est la façon dont on peut vivre ensemble. Merci beaucoup. Merci. Evolutions imposed by the pandemic, and also interesting to see how
adult education is a space for reflecting. Merci de nous avoir montré comment Larissa se développe après la pandémie et comment on peut travailler à développer en même temps la santé, la citoyenneté et comment ces différents mots-clés dont vous nous avez parlé, durabilité, culture, éducation, sont liés les uns aux autres. Je pense que ce sont des idées auxquelles nous allons devoir réfléchir, qui se rapprochent de ce que nous a dit Didier. Hein. Comment avancer avec tous ces différents acteurs, toutes ces différentes parties prenantes? Et avant de passer aux questions-réponses, je vais maintenant donner la parole aux représentants de la ville de Balanga dans les Philippines. Christina va partager avec vous une vidéo. Ensuite, nous aurons la possibilité de prendre quelques questions-réponses. Je vais demander aux participants d'insérer leurs questions dans la fenêtre Q&A, mais n'hésitez pas à vous servir de l'outil aussi. Nous ferons de notre mieux pour partager certaines des différentes questions avec tous les participants. Christina, allez-y. Bonjour à tous. Bonjour de la part des Philippines et merci à l'UNESCO de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer devant cet éminent public du monde entier. Voici la ville de Balanga, dont la mission a été de développer une ville très vivable avec une véritable gouvernance participatoire. Nous avons décidé nécessaire d'investir dans la santé publique. J'ai l'honneur et le privilège de partager aujourd'hui avec vous le projet Apprentissage tout au long de la vie pour la santé de la ville de Balanga. Je vais commencer par la promotion du mouvement Go for Health. Go for Health est un mouvement dont le but est de prévenir et de gérer les maladies non contagieuses. Il s'agit d'encourager les Philippins de tout niveau de vie, d'avoir une vie saine et de s'engager, d'une part, à pratiquer une activité physique, d'autre part, à se nourrir de façon saine, troisièmement, à ne pas fumer ou à s'arrêter de fumer, et quatrièmement, de limiter leur consommation d'alcool. L'une des premières étapes du programme est basée sur ces 4 piliers, donc ne pas fumer, ne pas boire d'alcool, sigla, énergie et vitalité, et Sustantia qui concerne l'alimentation. Voilà donc pour les initiatives de la ville. Alors la première qui concerne le tabac et la nicotine, avec le soutien de notre conseil, nous avons amélioré les mesures en place pour faire de Balanga une ville sans tabac. Il s'agit donc d'interdire les lieux dédiés aux fumeurs dans un rayon de 3 km autour de l'université. Nous avons mis en place des mesures de surveillance et de réglementation. La ville de Balanga a été reconnue et a reçu le prix de l'Orchidée rouge accordé par le ministère de la Santé pour avoir mis en place et garanti l'exécution de mesures anti-tabagisme pendant 3 années d'affilée, pour un environnement à 100% sans tabagisme. Au-delà de ce prix, nous avons également reçu le prix du Cercle d'excellence de promotion de la santé et tabagisme en 2017. Et l'une des meilleures pratiques le prix des bonnes pratiques de l'OMS dans la lutte pour la santé et contre le tabagisme. Ce prix a été reçu par notre éminent maire, Francis Esconcilla. Le fait d'avoir reçu ce prix nous a permis de maintenir notre programme avec des volontaires et des bénévoles dans la ville, et nous avons mis en place une patrouille à bicyclette qui se chargeait de vérifier l'application des mesures dans un périmètre plus vaste. Pour le programme, ce programme anti-tabagisme a été très bien suivi, de façon à ce que nous parvenions à un environnement à 100%
non sans tabac. Nous avons lancé une campagne en décembre 2015 dont le but était de faire en sorte que les jeunes, c'est-à-dire ceux qui sont nés après l'an 2000, maintiennent leur engagement à ne pas fumer, donc ne pas jouer le rôle de remplacement d'un ancien fumeur. Nous avons travaillé sur les établissements scolaires avec ce que nous avons appelé la caravane anti-tabagisme et santé. La société civile a également joué un rôle très important dans la mise en œuvre et le respect de nos mesures de prévention. Nous avons identifié des enseignants susceptibles d'être des personnes références qui travaillent sur la sensibilisation à un mode de vie sain et à la promotion d'une génération sans tabac. Des campagnes de formation en ligne sensibilisent tous les participants à ces risques et nous en avons profité pour leur rappeler que la pandémie, elle aussi, pouvait être particulièrement létale pour les personnes fumeuses. Pour protéger le périmètre de l'université en ce qui concerne la consommation exagérée d'alcool, nous avons également mis en place des mesures dans ce domaine. Tous les nightclubs, les boîtes de nuit par exemple, ont été déplacés dans un périmètre de plus de 3 km de l'université. Le mouvement Go for Health inclut également le programme Don't Be Sad, S pour smoker, fumeur, A pour alcoolique et D pour les substances illicites. Nous travaillons donc contre le SAD et pour le SIGLAR, qui est un terme qui signifie vitalité et énergie. Il s'agit également de faciliter un environnement sain et joyeux pour une vie plus saine. Pour les citoyens plus âgés, nous mettons en place des activités ludiques et actives pour tous. Il s'agit de promouvoir un mode de vie actif qui permet de distraire les gens et de les éloigner de pratiques à risque et de pratiques qui sont des causes de mortalité particulièrement graves. Avec le soutien de la municipalité, nous avons aidé à faire émerger un mode de vie à la fois sain et motivant. Plus de 6 000 participants, par exemple, ont participé à notre événement le 16 mars 2016, Go Sustantia, autour d'une nutrition saine. Il s'agit de permettre aux jeunes de pratiquer leur droit au choix et donc d'éviter certains aliments et certaines boissons en réglementant la vente de boissons carbonées et de malbouffe dans les établissements scolaires. La ville de Balanga a reçu un prix du mode de vie le plus sain en 2016 et en 2017. Pour la durabilité de ce système, plusieurs politiques ont été mises en place. La promotion la population de Balanga City est très investie dans cette campagne et notre objectif est de cultiver la sensibilisation aux valeurs et de faire émerger un véritable environnement propice à une vie saine. Les initiatives focalisant sur l'activité et l'exercice sont particulièrement encouragées et les activités liées d'une part à la promotion de la bonne santé et de la prévention et la détection de maladies et la sensibilité des citoyens au programme pour la santé, encourager le mode de vie sain et le travail sur la recherche. Pendant la pandémie, qui a eu un impact sur ces activités, le Conseil de promotion de la santé est passé par plusieurs plateformes en ligne pour maintenir cette campagne en vie. Nous avons organisé des plateformes en passant par le réseau des villes apprenantes en 2020. Le Bureau de la santé et de promotion de la santé a mis en place des systèmes mettant en valeur les programmes d'apprentissage de la ville, notamment la campagne Don't Be Sad, prévention du tabagisme et autres programmes.
Les jeunes sont un partenaire privilégié dans ce travail. Et nous avons notamment fait usage d'ambassadeurs parmi les jeunes qui étaient particulièrement bien placés pour influencer leurs pairs. Les ambassadeurs de la santé et de la jeunesse, que nous appelons les facilitateurs pour les pairs, participent à un programme spécifiquement dédié à développer les capacités par les valeurs. Les facilitateurs ont participé à des séminaires et des ateliers pour promouvoir et faciliter les activités saines, la lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et l'utilisation de stupéfiants dans leurs écoles et dans leurs communautés. Le conseil de Balanga organise une semaine qui est une semaine annuelle, mais qui est devenue maintenant la journée de la santé 2 fois par mois, dont nous profitons pour diffuser des informations au niveau le plus local de façon à éduquer la population. Chaque fois que nous organisons cette journée, nous travaillons pour la santé avec un accès à des consultations médicales, la santé, des informations santé et vie saine. Nous en profitons pour lutter contre la tuberculose, le sida et pour informer sur l'alimentation saine. Il est important de travailler en étroite collaboration avec la population et d'engager la population dans ce travail. C'est ainsi que l'on sensibilise la population à tous les programmes. En tant que ville apprenante, nous estimons nécessaire d'être un moteur pour atteindre les objectifs du développement durable des Nations Unies, notamment sur le plan de la qualité de vie, de l'inclusivité, de l'apprentissage tout au long de la vie pour tous. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur Mariano Bransang de la ville de Balanga dans les Philippines. Pour moi, c'est une excellente suite à ce dont nous avons parlé sur le plan théorique. Passer de la théorie à 2 villes qui ont réussi à mettre en œuvre ces idées et ces politiques au niveau le plus concret. Je pense que l'heure est venue maintenant de discuter avec les intervenants. Il ne nous reste que peu de temps. Je voudrais revenir sur certaines questions qui ont été posées et à partir de leurs réponses, nous devrions pouvoir nous faire une idée plus claire d'où se situent nos villes sur le spectre de développement. Je vous propose donc de vous connecter sur OCLAB pour répondre aux questions. Comment définiriez-vous le stade atteint par vos villes sur le spectre de l'apprentissage tout au long de la vie? Vous pouvez sélectionner une option. Cela nous aidera à définir le parcours de vos villes. N'hésitez pas à vous servir du Q&A pour poser vous-même des questions. Nous pourrons revenir vers vous lorsque nous aurons lu vos réponses. Je crois que nous avons peut-être déjà quelques réponses. Apparemment, oui, c'est très bien. Alors, je vais laisser un peu plus de temps. Il y a de nombreux participants connectés, donc je vais m'assurer que tout le monde ait le temps d'y répondre. En attendant, pourrais-je demander à Didier de nous dire ce qu'il a pensé des présentations des 2 villes, de ces actions très concrètes? Tout à l'heure, nous avons parlé de l'élaboration d'un cadre qui porte sur toutes les parties prenantes, qui touche également les différents concepts, à savoir la durabilité, l'éducation, etc. Comment interprétez-vous les actions concrètes qui ont été présentées et comment s'articule-t-elle par rapport à cette feuille de route, à ce guide que nous venons de présenter? Tout d'abord, je suis impressionnée par les travaux effectués dans ces 2 villes. C'est fantastique. Ce sont des politiques très globales, l'environnement, la mobilisation des parties prenantes, tout est excellent. Il s'agit là d'illustrations fantastiques de comment créer des conditions pour la promotion de la santé. Et peut-être qu'on pourrait analyser les lacunes ou les failles
potentiel et comment en fait on pourrait combler ces lacunes. Mais dans ces deux villes, déjà, il y a des travaux excellents qui ont été effectués. Et peut-être que l'on pourrait avoir des contributions de la part des chercheurs pour compléter ces initiatives, mais ce sont des initiatives tout à fait impressionnantes et je vous remercie pour ces deux présentations. Deuxièmement, j'aimerais également dire que nous serions très contents quand nous avons des experts comme les deux participants et comme d'ailleurs la plupart des participants. J'aimerais que vous tous puissiez contribuer à ce guide parce qu'il s'agit d'un travail en cours. Nous aimerions inclure de tels exemples dans le guide pour le rendre très concret, très opérationnel pour les villes. C'est à vous, Marie. Merci, Didier. Je pense que le guide, il serait plus facile de comprendre le guide s'il y a exactement ces exemples concrets. Nous avons une question pour Monsieur Delianis. La question est la suivante. Quel était l'obstacle le plus important concernant l'élaboration de la politique de santé? C'est une question posée par un participant venant de Corinthe. C'est un ami et il sait très bien que nous parlons ici d'un processus de changement Je ne parlerai pas d'une très grande réussite, mais je dirais que nous avons beaucoup essayé, beaucoup travaillé. Mais si je dois parler d'une réussite, je parlerai de la collaboration avec les universités des citoyens. Il n'est pas très facile d'y arriver. Nous n'avons pas cette culture en Grèce. Il est très difficile de créer un environnement de collaboration avec les parties prenantes dans la même commission, avec 75 parties prenantes dans la commission de la ville apprenante de Larissa, de promouvoir les actions ensemble. C'était vraiment une très bonne réussite pour nous et nous devons travailler davantage pour nous concentrer sur différentes priorités. Et je pense que c'est un obstacle commun dans toutes les villes en Europe et même dans le monde. Merci, Monsieur Delianis. Il y a une question et peut-être que les trois présentateurs aujourd'hui peuvent y répondre. C'est une question posée par Madame Calvagna d'Italie. Et elle parle des difficultés d'établir des systèmes de santé et des systèmes éducatifs et d'apprentissage. Et peut-être que je donnerai tout d'abord la parole à Monsieur Bonzon pour que vous puissiez nous dire comment vous avez fédéré les différentes parties prenantes pour concilier les systèmes de santé et les systèmes éducatifs et les systèmes d'apprentissage. Et puis ensuite, je donnerai la parole à M. Delianis et ensuite à M. Jourdan. Alors, comment nous avons bâti les systèmes d'apprentissage dans nos villes? Eh bien, je dirais qu'il s'agit tout d'abord d'adopter une posture d'optimisme et une posture positive. Nous essayons de connaître les détails des différents problèmes et le gouvernement local soutient énormément tous les programmes du département de la santé. Ainsi, nous avons fait de notre mieux pour obtenir les informations, pour le traitement des informations et même en ce qui concerne
de conception d'activités pour résoudre ces problèmes. Donc, nous avons besoin de convaincre les populations qu'elles doivent comprendre elles-mêmes les problèmes et elles doivent contribuer elles-mêmes à l'élaboration de la solution. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Banzon. Monsieur Delianis, c'est à vous. J'aime beaucoup les pratiques. Et je peux parler du programme d'éducation pour la société locale, notamment dans les écoles primaires pour les parents, les enseignants et les élèves. Mon collègue ici présent a travaillé sur ce programme. Il y avait 2 étapes dans ce programme. Dans la première étape, afin de protéger la santé des citoyens, les défibrillateurs automatisés ont été placés dans des endroits facilement accessibles dans la ville. Et en parallèle, une centaine d'employés de la municipalité et des représentants des clubs de football ont démontré l'utilisation de ces appareils. Et aujourd'hui, nous nous trouvons dans la 2e étape et M. Kiropoulos est en charge d'un nouveau programme pour les compétences de base en matière de la protection de la vie. Et suite à cela, nous devons éduquer les élèves en collaboration avec la communauté d'éducateurs pour qu'ils apprennent les compétences de base en matière d'aide primaire et comment contacter également les services d'urgence. Nous devons ainsi éduquer la génération future pour créer également un sens de responsabilité en elle. Il s'agit là d'une éducation pour la santé et une éducation à la citoyenneté. Voilà, merci beaucoup. La prochaine génération de soignants doit être formée. C'est un élément crucial. Selon la Croix-Rouge, seulement 5% des jeunes possèdent les compétences et la confiance de fournir des services d'urgence. Que se passe-t-il quand il y a une urgence à l'école ou même à l'extérieur de l'école? Je suis entièrement d'accord. Nous avons besoin de définir un problème commun. Sans cela, on pourrait parler dans le vide. 2 exemples concrets. Tout d'abord, il faut travailler dans les villes sur les programmes extrascolaires. Souvent, il s'agit de la responsabilité ou du mandat des municipalités. Donc, les professionnels des soins primaires, notamment les pharmacistes, peuvent travailler ensemble pour contribuer à ce programme. Et cela ouvre les portes pour le dialogue. Et un autre exemple très concret, cela porte sur les personnes âgées. Et souvent, ces personnes âgées ont besoin d'être éduquées en matière des outils numériques. Et le personnel venant des EHPAD ou des maisons pour personnes âgées et le personnel du secteur d'éducation peuvent travailler ensemble également pour combler à cette lacune.
Puis d'expérience, nous savons également que quand nous avons un groupe de travail qui est en charge de la trajectoire de l'apprentissage au service de la santé, eh bien, toutes ces activités qui peuvent résoudre les problèmes communs peuvent être conjuguées. Donc, nous avons besoin d'identifier les problèmes communs. Et deuxièmement, nous avons besoin d'un cadre pour rassembler toutes ces différentes choses. Merci beaucoup, Didier. Cela me ramène au clap pour voir si nous avons des réponses par rapport aux questions qui y ont été posées en matière de l'élaboration de la politique de l'apprentissage tout au long de la ville des différentes villes. Nous avons eu différentes réponses. Il me semble que de nombreux d'entre vous, en fait, vous trouvez dans les villes où vous êtes encore dans le processus d'élaboration de politique tout au long de la ville, de l'apprentissage tout au long de la vie pour la santé. Et donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Je vais passer à la dernière question qui porte sur les parties prenantes. Nous avons ici un nuage de mots fantastique. Je vois ici que les universités se trouvent au cœur et les citoyens également. Et vous avez d'autres acteurs, les écoles privées, les maires, le gouvernement local. Mais vous voyez ici que les universités jouent un rôle majeur. Et c'était également quelque chose qui a été itéré par les deux présentateurs aujourd'hui dans les deux exemples concrets. Et sur la question également de concilier les systèmes de santé et le système éducatif, nous avons ici donc une très bonne réponse, à savoir les universités. Donc, vous savez maintenant les différents outils qui sont à votre disposition. Nous avons encore une question. Avez-vous travaillé avec d'autres villes apprenantes pour mettre en œuvre ces initiatives? Eh bien, vous pouvez répondre directement à cette question sur la fonction chat parce que malheureusement, nous n'avons plus le temps de répondre à cette question lors de ce webinaire. Et je vais donner la parole à Madame Druze pour les paroles de clôture. Et vous pouvez vous inscrire au prochain webinaire pour savoir également comment vous pouvez contribuer à cette élaboration de la feuille de route. Madame Dru, la parole est à vous. Merci beaucoup. Merci Marie, merci infiniment d'avoir joué ce rôle de modératrice et avec beaucoup de talent. C'est très intéressant de voir toutes ces réponses. Les réponses de nos participants nous permettent de constater que la majorité d'entre eux sont déjà vraiment bien partis dans le développement de ces politiques. Nous espérons être en mesure de vous soutenir dans cet effort et comme nous l'avons dit dès le départ, c'est la première fois que nous sommes aussi étroitement associés à ce document de résultats adopté par notre dernière conférence en octobre. C'est donc la première date dans ce suivi et la série va se poursuivre. Nous allons parler de la meilleure façon de réaliser ces déclarations, de garantir la durabilité et la pérennisation de ce document de la façon la plus concrète. Et je pense que nous avons aujourd'hui entendu les contributions très réussies des villes à l'apprentissage tout au long de la vie pour la santé. Nous en savons plus sur la façon dont l'apprentissage tout au long de la vie peut avoir un impact sur la vie et la participation des citoyens et nous aider notamment dans la reprise après la pandémie. On nous l'a bien montré aujourd'hui. C'est important que ces réalisations positives dont on vient de nous parler pour avoir l'engagement et la motivation des citoyens. Le réseau, la chaire de l'UNESCO, les citoyens doivent tous participer à la mise en œuvre des différents points d'action de la déclaration de Yaoundé. Comme promis, parce que nous devons respecter nos horaires, nous nous réjouissons à l'avance de vous retrouver au mois de septembre pour le deuxième webinaire, le 2 septembre plus exactement. Nous allons travailler, nous allons parler inventaire et plan d'action
pour un parcours d'apprentissage tout au long de la vie pour la santé. Nous discuterons de la meilleure façon d'intégrer les activités dans les contextes formels, informels et non formels. Donc, le prochain webinaire sera beaucoup plus focalisé sur les espaces institutionnels et autres et sur les différents acteurs. Nous accueillerons des villes d'autres régions, comme nous l'avons fait aujourd'hui. Et certainement une grande diversité, hein, Amérique latine, Philippines, c'est un très vaste spectre, hein, et je pense pouvoir, au nom de l'équipe de coordination du réseau GNLC, je remercie les intervenants et les panélistes pour leur contribution aujourd'hui. Merci de vous être joints à nous pour ce séminaire. Merci aux interprètes. Toutes nos excuses pour le problème technique qui fait que nous n'avons pas pu avoir d'interprétation espagnole. Je vais donc vous laisser poursuivre votre journée, commencer la journée pour l'Amérique latine. Je souhaite une bonne soirée à l'Australie et je déclare ce séminaire terminé. Prenez soin de vous et à bientôt.